Bonjour, dans cette vidéo, je vais introduire la sécurité informatique et certaines notions fondamentales. Dans un premier temps, je vais présenter certains arguments afin de montrer l'importance de la sécurité informatique dans notre vie quotidienne. Ensuite, je vais présenter certains concepts et objectifs de la sécurité informatique. Puis, les menaces et les attaques les plus connues seront présentées. Enfin, je vais illustrer certains mécanismes de défense de la sécurité informatique. Les motivations. Dans cette partie, je vais présenter certains faits, recensés par des centres de recherche en cybersécurité. « 97% des réseaux d'entreprises présentent des signes d'activité suspecte. 82% des entreprises dans le monde ont été victimes de cyberattaques et de pertes de données au cours de l'année 2019. Il y a 3 millions de nouveaux malwares, programmes informatiques malveillants, qui apparaissent chaque jour, selon Symantec en 2017. Dans l'environnement de l'Internet des objets, moins de 3 minutes sont nécessaires à une personne malveillante pour prendre le contrôle d'un objet connecté. Puisque généralement les propriétaires de ces objets ne changent pas, le mot de passe par défaut. Plus de 83% de smartphones infectés au deuxième semestre 2016. La plupart de ces malwares se propagent via le traditionnel lien frauduleux dans les emails ou en téléchargeant une application malveillante dans des sites de téléchargement pirates. Selon Gemalto, 5,6 millions de données personnelles sont piratées ou perdues chaque année. Soit 3900 vols de données par minute. En 2016, Google a supprimé 1,7 milliard de publicités mensongères, illégales ou trompeuses. Selon Anti-Phishing Working, 1,22 million d'attaques par lien frauduleux, phishing, ont été enregistrées en 2016. Soit 140 attaques de phishing par heure. Selon Microsoft, les particuliers sont 2 fois plus infectés que les professionnels. Les effets engendrés et les dommages que peuvent causer ces attaques sont mis en danger de la vie humaine. Perte de sommes importantes d'argent qui se chiffrent à des millions ou des milliards de dollars. Déni de service, qui rendent les systèmes informatiques hors de service. Utilisation ou abus non autorisé des systèmes informatiques à des fins criminelles. Perte, changement ou altération des données ou logiciels importants pour le fonctionnement des entreprises, etc. Dans ce qui suit, je vais vous présenter quelques exemples. En mai 2017, le virus WannaCry a paralysé plus de 300 000 ordinateurs de sociétés multinationales et de services publics. Il est recensé dans 150 pays. Les pertes économiques varient entre 4 et 8 milliards de dollars américains. En juin 2017, le ransomware NotPetya s'est propagé plus vite que le virus WannaCry. Il a d'abord touché des banques, des aéroports et des structures gouvernementales en Ukraine. Il a ensuite frappé la société pétrolière russe, Rosneft, l'allemand, Beiersdorf, Nivea, Auchan, le grand armateur, Maersk, FedEx et Mondelez. La facture est estimée à 10 milliards de dollars américains, dont 3 milliards de dollars américains de pertes assurées. En 2018. Le groupe hôtelier, Marriott International, a subi un piratage massif, suite à une faille de sécurité informatique. Les données de 500 millions de clients ont été dérobées. Le 19 février 2019. Une série d'attaques informatiques a visé des noms de domaines dans le monde.
Les pirates ont attaqué des gouvernements, des services de renseignement ou de police, des compagnies aériennes, des sociétés pétrolières au Moyen-Orient et en Europe. En juillet 2019, le vol de données personnelles de 106 millions de clients de la banque américaine, Capital One dans les USA et le Canada. Définition de la sécurité informatique. La sécurité informatique est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, le mauvais usage, la modification ou le détournement d'un système. La sécurité engendre généralement le déploiement de moyens techniques, mais également et surtout de solutions de prévention, qui doivent absolument prendre en compte la formation et la sensibilisation de tous les acteurs du système. Des règles et de bonnes pratiques doivent être mises en place pour ne pas créer de brèches humaines. Principaux concepts de la sécurité informatique. Les vulnérabilités. Ce sont les failles de sécurité dans un ou plusieurs systèmes. Tout système vu dans sa globalité présente des vulnérabilités, qui peuvent être exploitables ou non. Ces vulnérabilités peuvent être par exemple, des bugs non corrigés par le développeur, des ports ouverts, ou un système d'exploitation non mis à jour. Les attaques. Elles représentent les moyens d'exploiter une vulnérabilité. Il peut y avoir plusieurs attaques pour une même vulnérabilité, mais toutes les vulnérabilités ne sont pas exploitables. Les contre-mesures. Ce sont les procédures ou techniques permettant de résoudre une vulnérabilité ou de contrer une attaque spécifique. Auquel cas, il peut exister d'autres attaques sur la même vulnérabilité. Les menaces, ce sont des adversaires déterminés et capables de monter une attaque en exploitant une vulnérabilité. Objectif de la sécurité informatique. La sécurité d'un système repose sur 6 grands principes. Authentification. Elle limite l'accès aux personnes autorisées. Il faut s'assurer de l'identité d'un utilisateur avant l'échange de données. En d'autres termes, l'identité d'utilisateur doit être prouvée. Par exemple, on peut utiliser un mot de passe ou une méthode de défi basée sur une fonction cryptographique et un secret partagé. L'authentification est simple ou mutuelle selon les contraintes de l'environnement. Confidentialité. C'est la garantie que les données échangées ne sont compréhensibles que pour les entités qui partagent un même secret. Souvent appelée association de sécurité. Cette propriété implique la mise en œuvre d'algorithmes de chiffrement. Intégrité. Il faut garantir à chaque instant que les données qui circulent sont bien celles que l'on croit. Qu'il n'y a pas eu d'altération, volontaire ou non. Au cours de la communication. L'intégrité des données doit valider l'intégralité des données. Leur précision. L'authenticité. Et la validité. Le chiffrement évite les écoutes indiscrètes, mais il ne protège pas contre la modification des informations. L'utilisation des fonctions de hachage peuvent garantir l'intégrité des données. Non-répudiation. Une transaction ne peut être niée par aucun des correspondants. La non-répudiation de l'origine et de la réception des données prouve que les données ont bien été reçues. La non-répudiation empêche tant l'expéditeur que le receveur de nier avoir transmis ou reçu un message. Ainsi, lorsqu'un message est envoyé, le receveur peut prouver que le message a bien été envoyé par l'expéditeur prétendu. De même, lorsqu'un message est reçu, l'expéditeur peut prouver que le message a bien été reçu par le receveur prétendu. Les signatures numériques sont une solution pour la non-répudiation. Disponibilité. Il faut s'assurer du bon fonctionnement du système, de l'accès à un service et aux ressources à n'importe quel moment. La disponibilité d'un équipement se mesure en divisant la durée durant laquelle cet équipement est opérationnel par la durée durant laquelle il aurait dû être opérationnel. De nombreuses attaques peuvent résulter en une perte ou une réduction de la disponibilité d'un service ou d'un système.
Certaines de ces attaques sont susceptibles d'être l'objet de contre-mesures automatiques, telles que l'authentification et le chiffrement, alors que d'autres exigent une action humaine pour prévenir ou se rétablir de la perte de disponibilité des éléments d'un système. Contrôle d'accès. Dans le contexte de la sécurité des réseaux, le contrôle d'accès est la faculté de limiter et de contrôler l'accès à des systèmes et des applications via des maillons de communication. Pour accomplir ce contrôle, chaque entité qui essaie d'obtenir un accès doit d'abord être authentifiée, de telle sorte que les droits d'accès puissent être adaptés à son cas. Catégorie d'attaque. Dans des conditions normales. Si un utilisateur A veut envoyer un message M à un utilisateur B en passant par un intermédiaire, qui est soit un routeur pour les réseaux filaires, un point d'accès dans les réseaux sans fil, ou une machine le cas d'un réseau ad hoc. Interception. C'est une attaque portée à la confidentialité. L'attaquant intercepte les paquets qui circulent sur un réseau. Il peut s'agir d'une personne, d'un programme ou d'un ordinateur. Une écoute téléphonique dans le but de capturer des données sur un réseau, ou la copie non autorisée de fichiers ou de programmes. Interruption. C'est une attaque portée sur la disponibilité. Elle consiste à rendre les données d'un système inaccessible. Cela implique par exemple la suppression de données, rendre l'accès à un serveur indisponible par une attaque de déni de service, la destruction d'une pièce matérielle, telle un disque dur, la coupure d'une ligne de communication, ou la mise hors service d'un système de gestion de fichiers. Modification. Il s'agit d'une attaque portée à l'intégrité. Changer des valeurs dans un fichier de données, altérer un programme de façon à bouleverser son comportement ou modifier le contenu de messages transmis sur un réseau. Fabrication. C'est une attaque portée à l'authenticité. Il peut s'agir de l'insertion de faux messages dans un réseau ou l'ajout d'enregistrements à un fichier par une tierce partie non autorisée. Scénario d'attaque. Attaque passive. Consiste à écouter sans modifier les données ou le fonctionnement du réseau. Elles sont généralement indétectables, mais une prévention est possible. Écoutes indiscrètes ou surveillance de transmission sont des attaques de nature passive. Le but de l'adversaire est d'obtenir une information qui a été transmise. Ces attaques passives sont la capture du contenu d'un message et l'analyse de trafic. Attaque active. Ces attaques impliquent certaines modifications du flot de données ou la création d'un flot frauduleux. Elles peuvent être subdivisées en 4 catégories: mascarade, rejeu, modification de messages et déni de service. Une mascarade a lieu lorsqu'une entité prétend être une autre entité. Le rejeu implique la capture passive de données et leur retransmission ultérieure en vue de produire un effet non autorisé. La modification de message signifie que certaines portions d'un message légitime sont altérées, ou que les messages sont retardés ou réorganisés. Le déni de service empêche l'utilisation normale, ou la gestion de fonctionnalités du système. Technique d'attaque. Porte dérobée, backdoor. C'est un point d'entrée dans un programme ou un système plus ou moins secret. Généralement une sécurité pour débloquer un code d'accès perdu, ou pour le débogage. C'est aussi le point d'entrée des hackers. Ils peuvent même les créer pour les utiliser ultérieurement. Reniflage, sniffing. C'est l'écoute d'une ligne de transmission par laquelle transitent des données pour les récupérer à la volée. Cette technique peut être utilisée à l'interne pour le débogage, ou de manière abusive par un hacker cherchant par exemple à se procurer un mot de passe. Elle vise surtout à intercepter les données non chiffrées, comme dans certains réseaux, non commutés, reliés par un NUP, ou câbles coaxiaux, où l'ensemble des messages est transmis à tous. Mystification, spoofing. C'est une technique d'intrusion qui consiste à envoyer à un serveur des paquets qui semblent provenir d'une adresse IP connue par le pare-feu. Attaque par rebond, bounce attack. Elle est menée via un autre ordinateur, qui se retrouve complice involontaire.
Cet ordinateur expédie des messages d'attaque à la victime, en masquant l'identité du hacker. Attaque de l'homme du milieu, Man in the Middle. Le hacker se place entre deux ordinateurs et se fait passer pour l'une de ses victimes afin d'obtenir le mot de passe de l'autre victime. Il peut alors se retourner contre la première victime avec un mot de passe valide pour l'attaquer. Déni de service, Denial of Service. C'est une attaque qui cherche à rendre un système hors service en le submergeant de trafic inutile. Par exemple, un serveur entièrement occupé à répondre à de fausses requêtes de connexion. Des machines peuvent être à l'origine de l'attaque généralement à l'insu de leur propriétaire. Trébuchage sans fil, War Driving. Dans le cas des réseaux sans fil, ça consiste à circuler dans la ville avec un portable ou un assistant numérique personnel, pour repérer et pénétrer les réseaux locaux non protégés. Bombe logique. Une bombe logique est une fonction, cachée dans un programme en apparence honnête, utile ou agréable, qui se déclenchera à retardement, lorsqu'elle aura atteint une certaine date, ou lors d'un certain événement. Cette fonction produira alors des actions, indésirées, voire nuisibles. Spamming. Le spam, courriel indésirable est une communication électronique, non sollicitée, en premier lieu, via le courrier électronique. Il s'agit en général d'envois en grande quantité, effectués à des fins publicitaires, ou de déni de service. Parmi les attaques de spamming, on peut citer Canulaire, Roux. Il peut s'agir de courriels, de messages publiés sur des forums, ou les réseaux sociaux, et dont les contenus cherchent à créer l'inquiétude, l'indignation, ou au contraire l'approbation. Ce n'est pas un malware, mais le but étant que l'information soit suffisamment forte pour inciter l'internaute à la relayer à son entourage. Par exemple, l'existence d'un nouveau virus informatique redoutable, révélation d'une information cachée au grand public, vidéo émouvante, scandale financier, etc. Hameçonnage, phishing. C'est une technique frauduleuse, utilisée par les hackers, pour récupérer des informations, généralement bancaires, auprès d'internautes. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance, comme sa banque, administration, etc., afin de lui soutirer des renseignements personnels. Mot de passe, numéro de carte de crédit, ou photocopie de la carte d'identité, date de naissance, etc. En effet, le plus souvent, une copie exacte d'un site internet est réalisée dans l'optique de faire croire à la victime qu'elle se trouve sur le site internet officiel, où elle pensait se connecter. Arnaque. Technique utilisée par des personnes, escrocs, ils vous promettent la fortune d'un proche, ou celle de l'avocat d'un millionnaire décédé, en échange d'un paiement initial. L'histoire change légèrement lorsque l'escroc se fait passer pour une personne célèbre, qui connaît certaines difficultés. Il promet aux victimes une importante récompense si elles acceptent d'aider ce pauvre millionnaire à retirer les fonds bloqués sur plusieurs comptes bancaires. Pour ce faire, les victimes doivent, bien évidemment, d'abord envoyer certaines informations détaillées les concernant, passeport, données du compte, etc., puis réaliser le transfert d'une modeste somme. Motivation, profil des attaquants, hackers. Motivation des hackers. La définition du terme hacker, qui est assez large. À l'origine, hacker est un mot anglais qui veut dire bricoleur ou encore bidouilleur. En informatique, ce terme est utilisé pour définir les programmeurs débrouillards, avec des connaissances techniques élevées. Ces programmeurs sont avant tout passionnés par ce qu'ils font, ils ne se posent pas de limites pour la connaissance ou pour assouvir leur curiosité. Les hackers sont également capables de détourner un objet ou un logiciel de son fonctionnement originel. Ils utilisent leur savoir pour découvrir les choses auxquelles ils ne sont pas censés avoir accès. Mais la communauté des hackers va également au-delà de la connaissance technique. Être un hacker correspond davantage à un état d'esprit plus qu'au fait de programmer.
Ainsi, les hackers sont généralement des personnes cultivées qui connaissent à la fois l'historique de leur statut, les grands acteurs du mouvement, qui se tiennent informés de tout ce qui s'apparente à leur domaine et qui ont soif de connaissances. Les capacités des attaquants sont transmission de messages sans capacité d'écoute, IP spoofing, etc. Écoute et transmission de messages. Écoute et perturbation des communications, blocage de paquets, attaque DOS. Écoute, perturbation et transmission de messages. Écoute et relais de messages, attacks type man in the middle. Type d'attaquant. Les chapeaux noirs, Black Hat. Généralement, ces hackers ne respectent pas la loi, ils pénètrent par effraction dans les systèmes dans un intérêt qui n'est pas celui des propriétaires du réseau. L'intérêt y est personnel, généralement financier. En tout cas, le but est nuisible à la personne, physique ou morale, visée. Ces hackers sont d'ailleurs plus généralement appelés des crackers, ces derniers sont par exemple les créateurs de virus, de chevaux de Troie ou de logiciels espions. Les chapeaux blancs, White Hat. Techniquement, l'action menée par les chapeaux blancs est très proche de celle des chapeaux noirs. Cependant, elle se différencie par le but ou la finalité. En effet, les chapeaux blancs ont plutôt comme ambition d'aider à la sécurisation du système, sans en tirer profit de manière illicite. Les chapeaux blancs bricolent et testent les systèmes d'information pour découvrir les vulnérabilités pas encore connues ou non publiques. La technique employée est la même que pour un hacker chapeau noir. Les chapeaux gris, Grey Hats. Un chapeau gris est un peu un hybride du chapeau blanc et du chapeau noir. Il s'agit d'un hacker compétent, qui agit parfois avec l'esprit d'un chapeau blanc, parfois avec celui d'un chapeau noir. Son intention n'est pas forcément mauvaise, mais il commet cependant occasionnellement un délit. Beaucoup de hackers qui se disent chapeau blanc s'apparentent en réalité plus à des chapeaux gris, dans le sens où ils ne révèlent pas toujours leurs découvertes et en profitent à des fins personnelles. Script Kiddies. Dans le problème lié à la publication sur Internet, des vulnérabilités découvertes, on trouve l'un des éléments clés de la Discord, les script kiddies, autrement dit de jeunes hackers néophytes. Ces individus récupèrent les exploits laissés par les chapeaux blancs sur les outils publics et les exécutent sur des machines, sans aucune connaissance, dans le but de provoquer des pannes volontaires. Les hackers universitaires. Ce sont des hackers libres, que l'on associe au mouvement open source du logiciel libre, comme Richard Matthew Stallman, le fondateur du projet GNU. Cette définition du hacker libre est apparue au Massachusetts Institute of Technology. Le hacker est alors défini comme quelqu'un qui partage sa connaissance avec autrui, sur le fonctionnement d'un système, des ordinateurs, et des réseaux. Ces hackers prônent la pensée selon laquelle l'information est libre et n'appartient à personne. Ainsi, toute nouvelle connaissance se veut d'être partagée avec tout le monde. Les menaces, malware. Le terme malware est une fusion de malicious pour malveillant et de software pour programme logiciel, est désormais utilisé pour désigner tout programme malveillant présent sur un ordinateur ou un appareil mobile. Ces programmes sont installés à l'insu des utilisateurs, et peuvent générer de nombreux effets indésirables, comme la paralysie des performances informatiques, l'exploitation des données personnelles de votre système, la suppression des données, voire même le dysfonctionnement du matériel contrôlé par ordinateur. Les hackers développent des moyens plus sophistiqués, pour infiltrer les systèmes des utilisateurs, entraînant ainsi, une explosion du marché des programmes malveillants. Quelques-uns des programmes malveillants les plus couramment observés seront Les virus informatiques ont acquis ce nom en raison de leur capacité à infecter plusieurs fichiers sur un ordinateur. Ils se propagent sur les autres machines, lorsque des fichiers infectés sont envoyés par email, ou lorsque des utilisateurs les transportent sur des supports physiques, tels que des clés USB ou des disquettes, au début. Selon le National Institute of Standards and Technology, le premier virus informatique, appelé Brain, a été développé en 1986.
Lassés de voir les clients pirater les logiciels de leur magasin, deux frères prétendent avoir conçu le virus permettant d'infecter le secteur d'amorçage des disquettes des voleurs, propageant ainsi le virus lors de leur copie. Vers, worm, contrairement au virus, les vers ne nécessitent pas d'intervention humaine pour se propager et infecter les ordinateurs. Il s'agit d'un programme capable d'utiliser des réseaux informatiques pour infecter d'autres machines connectées sans l'aide des utilisateurs. En exploitant les vulnérabilités des réseaux, telles que les failles des programmes de messagerie électronique, les vers peuvent se répliquer des milliers de fois, en vue d'infecter de nouveaux systèmes dans lesquels le processus se reproduira. Bien que de nombreux vers utilisent simplement les ressources système, réduisant ainsi leur performance, la plupart d'entre eux contiennent des charges utiles, malveillantes conçues pour dérober ou supprimer des fichiers. Les adwares représentent l'une des nuisances les plus couramment rencontrées en ligne. Les programmes envoient automatiquement des publicités aux ordinateurs hôtes. Les types de programmes adware courants incluent des publicités contextuelles sur les pages web et des publicités intégrées aux programmes qui accompagnent bien souvent un logiciel gratuit. Bien que certains adwares soient relativement sans danger, d'autres variantes utilisent des outils de suivi permettant de récupérer des informations sur votre site ou sur votre historique de navigation et affichent des publicités ciblées sur votre écran. Le programme adware étant installé avec le consentement des personnes après les avoir informées, de tels programmes ne peuvent donc pas être appelés programmes malveillants, ils sont généralement identifiés en tant que programmes potentiellement indésirables. Logiciel espion, spyware, un logiciel espion agit comme son nom l'indique, à savoir, espionner ce que vous faites sur votre ordinateur. Il recueille des données telles que les saisies clavier, vos habitudes de navigation et vos informations de connexion qui sont alors envoyées à des tiers, généralement des cybercriminels. Il peut également modifier des paramètres de sécurité spécifiques sur votre ordinateur ou interférer avec les connexions réseau. Ransomware infecte votre ordinateur, puis chiffre des données sensibles telles que des documents personnels ou des photos, puis demande une rançon pour les récupérer. Si vous refusez de payer, les données sont supprimées. Certaines variantes de ransomware verrouillent l'accès à votre ordinateur. Ils peuvent prétendre provenir d'organismes légitimes chargés de faire appliquer la loi et suggérer que vous vous êtes fait prendre pour avoir mal agi. Les robots sont des programmes conçus pour exécuter automatiquement des opérations spécifiques. Ils sont utilisés, à de nombreuses fins légales, mais ont été redéfinis comme un type de programme malveillant. Une fois dans l'ordinateur, les robots peuvent faire en sorte que la machine exécute des commandes spécifiques sans que l'utilisateur ne les autorise, ou n'en soit informé. Les hackers peuvent également tenter d'infecter plusieurs ordinateurs avec le même robot afin de créer un botnet, qui peuvent alors être utilisés pour gérer à distance des ordinateurs infectés, pour dérober des données sensibles, espionner les activités de la victime, distribuer automatiquement des spams, ou lancer des attaques de déni de service distribuées dévastatrices sur des réseaux informatiques. Botnet, contraction des termes robot, et network, réseau. Les botnets sont des réseaux d'ordinateurs infectés par un agent de botnet qui sont sous le contrôle caché d'un tiers. Ils sont utilisés pour exécuter diverses commandes commandées par l'attaquant. Les utilisations les plus courantes des botnets sont des opérations criminelles qui nécessitent des ressources distribuées, telles que des attaques, des DOS, sur des cibles sélectionnées, des campagnes de spam et la fraude au clic. Souvent, l'agent de botnet reçoit l'ordre de télécharger et d'installer des charges utiles supplémentaires ou de voler des données de l'ordinateur local. Les rootkits autorisent un tiers à accéder ou contrôler à distance un ordinateur. Ces programmes permettent aux professionnels de l'informatique de résoudre, à distance, des problèmes de réseau, mais ils peuvent également devenir malveillants. Une fois installés sur votre ordinateur, les hackers peuvent prendre le contrôle de votre machine pour dérober des données, ou installer d'autres composants du programme malveillant. Les rootkits sont conçus pour passer inaperçus, et masquer activement leur présence. La détection de ce type de code malveillant nécessite la surveillance manuelle de comportements inhabituels, ainsi que l'application régulière de correctifs sur votre système d'exploitation, et vos logiciels afin d'éliminer les chemins d'accès potentiels d'infection.
chevaux de Troie, Trojans, ces programmes se fondent en se faisant passer pour des fichiers ou des logiciels légitimes. Une fois téléchargés et installés, ils modifient le comportement d'un ordinateur et conduisent des activités malveillantes, à l'insu de la victime. Minage de crypto-monnaies malveillant, cryptojacking. Le cryptojacking est une arnaque qui utilise les appareils des particuliers, ordinateurs, smartphones, tablettes, ou même des serveurs, sans leur consentement, ou sans qu'ils le sachent, pour miner en secret la crypto-monnaie sur le compte de la victime. Au lieu de créer un ordinateur de minage de crypto-monnaies dédié, les hackers utilisent le cryptojacking pour voler des ressources informatiques sur les appareils de leurs victimes. Quand vous ajoutez toutes ces ressources, les hackers peuvent participer à des opérations de minage sophistiquées sans payer les frais associés. Les bugs d'un code logiciel ne correspondent pas à un type de programme malveillant, mais à des erreurs commises par un programmeur. Ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur votre ordinateur, blocage, panne ou réduction des performances. Les bugs de sécurité, quant à eux, permettent aisément aux hackers de passer outre vos défenses et d'infecter votre machine. Bien qu'un meilleur contrôle de la sécurité côté développeur facilite l'élimination des bugs, il est également essentiel d'appliquer des correctifs qui corrigent les bugs spécifiques en circulation. Mécanisme de défense. Authentification. L'authentification consiste à identifier et à vérifier l'identité des utilisateurs, c'est-à-dire vérifier l'association entre l'utilisateur et son identité. L'identité est une information unique, associée à l'utilisateur, et connue du système réalisant l'authentification et de l'utilisateur. L'authentification est requise pour s'assurer qu'une application ou un utilisateur est en droit ou non de communiquer avec une application. Un service d'authentification repose sur deux composantes. L'identification dont le rôle est de définir les identités des utilisateurs. L'authentification permet de vérifier les identités présumées des utilisateurs. Contrôle d'accès. Le contrôle d'accès est la gestion des autorisations d'accès à des ressources. Une autorisation consiste à gérer et à vérifier les droits d'accès en fonction des règles spécifiées dans la politique de sécurité. On dit qu'un sujet, entité qui demande l'accès, dite aussi entité active, possède un droit d'accès sur un objet, entité à laquelle le sujet souhaite accéder, dite aussi entité passive, si, et seulement si, il est autorisé à effectuer la fonction d'accès correspondante sur cet objet. La stéganographie est l'art de cacher un message secret au sein d'un autre message porteur, texte, image, son, vidéo, de caractère anodin, de sorte que l'existence même du secret en soit dissimulée. Alors qu'avec le chiffrement, la sécurité repose sur le fait que le message chiffré soit incompréhensible pour les personnes non autorisées. Avec la stéganographie, la sécurité repose sur le fait que la présence même d'un message secret ne sera sans doute pas soupçonnée et détectée. La stéganographie classique est utilisée sur des textes. Exemple, collecter les mots de position, impair. Dans la phrase suivante. Il ne faut pas tuer Jules César, car il n'est pas le vrai coupable. Un message est dissimulé, si on prend seulement les mots impairs, on aura le message suivant. Il faut tuer César, il est le coupable. La stéganographie moderne sait de dissimuler des messages dans les trames en exploitant les champs non utilisés. Les exécutables en déclarant des variables string inutiles. Les images en exploitant les bits de poids faible du pixel. Par exemple, on veut cacher dans l'image suivante le message 1, 0, 1, 0, 0, 1. On peut soit modifier les bits du poids faible des pixels de l'image, ou en modifiant les deux poids faibles des pixels. Il n'y a pas de différence entre l'image originale et l'image modifiée à l'œil nu. Chiffrement, c'est l'ensemble des techniques permettant de chiffrer des messages, c'est-à-dire, de les rendre incompréhensibles sans une action spécifique. Le message initial est appelé message en clair, et après chiffrement, message chiffré ou cryptogramme. Le chiffrement et le déchiffrement sont réalisés principalement à partir d'algorithmes, en utilisant des clés secrètes ou publiques.
Les techniques de chiffrement sont essentiellement scindées en deux, notamment le chiffrement symétrique. Il consiste à utiliser la même clé pour chiffrer, crypter, et déchiffrer, décrypter, un message. Il est important de savoir que le cryptage asymétrique est moins sécurisé, du fait que c'est la seule clé qui est échangée entre les deux entités communicantes. Le chiffrement asymétrique. Dans ce type de chiffrement, les clés existent par paire, c'est-à-dire une clé publique pour le chiffrer, et une clé privée, dite secrète, pour déchiffrer le message, et seul l'utilisateur à qui le message est destiné possède la clé secrète pour déchiffrer le message. Ce mécanisme est plus sécurisé que le chiffrement symétrique. Une signature numérique est un mécanisme de cryptographie, utilisé pour vérifier l'authenticité et l'intégrité de données numériques. Nous pouvons considérer cela comme une version numérique des signatures manuscrites ordinaires, mais avec des niveaux plus élevés de complexité et de sécurité. Pour simplifier, nous pouvons décrire une signature numérique comme un code rattaché à un message, ou un document. Après avoir été généré, le code sert de preuve que le message n'ait été trafiqué d'aucune sorte entre l'expéditeur et le destinataire. Des fonctions à sens unique, encore dénommées fonctions de hachage, telles que MD5 ou SHA1, réalisent ce service. Le hachage constitue l'un des éléments principaux d'un système de signature numérique. Le processus de hachage implique de transformer des données de n'importe quelle taille en une sortie avec une taille prédéterminée. On réalise une telle chose avec un type particulier d'algorithme connu sous le nom de fonction de hachage à sens unique. La sortie générée par une fonction de hachage est connue sous le nom de valeur de hachage ou encore d'empreinte. Quand une fonction de hachage est combinée avec de la cryptographie, elle génère une valeur de hachage, empreinte, qui agit comme une empreinte numérique unique. Tout changement dans les données d'entrée entraînerait une sortie complètement différente. Le hachage cryptographique sont largement utilisés pour vérifier l'authenticité de données numériques. Un certificat numérique peut être vu comme une carte d'identité numérique. Les certificats peuvent servir à l'authentification des utilisateurs à un système d'information, à contrôler l'accès à certaines applications ou à certaines données, notamment des publications en ligne. L'utilisation de ces certificats électroniques, pour des applications de signature électronique est possible. Antivirus. Les antivirus sont des logiciels conçus pour identifier, neutraliser et éliminer des logiciels malveillants. Ils ne protègent pas contre un intrus qui emploie un logiciel légitime, ou contre un utilisateur légitime qui accède à une ressource, alors qu'il n'est pas autorisé à le faire. Un pare-feu peut être considéré comme une approche standard, qui protège les ressources informatiques locales contre les menaces externes. Un pare-feu est conçu pour filtrer les paquets IP, provenant du réseau externe, vers le réseau local. C'est aussi un moyen efficace de protéger le système local, ainsi que le réseau, et vous pouvez accéder simultanément à Internet ou à un réseau étendu. Il n'empêche pas un attaquant d'utiliser une connexion autorisée pour attaquer le système. Il ne protège pas contre une attaque venant du réseau intérieur, qui ne le traverse pas. Un système de détection d'intrusion IDS est un mécanisme destiné à repérer des activités anormales ou suspectes sur la cible analysée, un réseau ou un hôte. Il permet ainsi d'avoir une connaissance sur les tentatives réussies comme échouées des intrusions. Journalisation, LO, désigne l'enregistrement séquentiel dans un fichier, ou une base de données, de tous les événements affectant un processus particulier, application, activité d'un réseau informatique, etc. Le journal désigne alors le fichier contenant ces enregistrements. Généralement datés et classés par ordre chronologique, ces derniers permettent d'analyser pas à pas l'activité interne du processus et ses interactions avec son environnement. On mesure la sécurité d'un système entier à la sécurité du maillon le plus faible. Ainsi, si tout un système est sécurisé techniquement, mais que le facteur humain, souvent mis en cause est défaillant, c'est toute la sécurité du système qui est remise en cause. Dans un contexte global, la sécurité doit être assurée. Au niveau utilisateur, les acteurs doivent comprendre l'importance de leur position. Au niveau des technologies utilisées, elles doivent être sûres et ne pas présenter de failles.
Au niveau des données en elles-mêmes. Avec une bonne gestion des droits d'accès, authentification et contrôle, l'utilisateur doit posséder uniquement les droits qui lui sont nécessaires. Au niveau physique, accès à l'infrastructure, au matériel, etc. Rien ne sert de sécuriser un système logiquement, si matériellement l'accès à la salle des machines n'est pas sécurisé. Les différents axes de la sécurité informatique sont: protection des logiciels et droits d'auteur. Protection contre les codes malveillants. Protection contre le spamming. Protection des données dans les réseaux de communication. Les prochaines présentations vont se baser sur la protection des données dans les réseaux de communication. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton j'aime, si vous n'avez pas aimé, commentez. À bientôt pour de nouvelles vidéos.